C'est parti pour Fissure intérieure, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression dans laquelle on va combiner le mental en escalade et les retours d'un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des situations de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en bloc, en difficulté ou ailleurs, j'ai choisi de faire appel à Antoine Mougel, entraîneur d'escalade diplômé d'État, qui coach dans les Alpes à Chambéry, notamment des jeunes en équipe de France. Je lui ai demandé d'amener un grand volume d'erreurs sur la dimension mentale dans son sport pour que vous évitiez de zipper mentalement dans les moments qui comptent. Mon intention, c'est de vous amener des exemples auxquels vous accrochez pour mémoriser des changements à faire, des mouvements clés sur la voie du succès en compétition. On parle réellement du terrain pour que vous repartiez avec des solutions, même dans d'autres disciplines que la grimpe. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Antoine amenait ses problèmes, je répondais en offrant quelques prises de conscience pour passer en tête au sommet et réussir les ascensions qui comptent le plus dans votre vie. Des tactiques pour foirer ses entraînements jusqu'aux stratégies pour se concentrer efficacement. On aborde l'entraînement et la compétition. Tout ça, c'est du travail. Alors enfilez le baudrier, Ready to Rock vous monte en moulinette jusqu'au sommet. Salut Antoine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on parle de toi en tant qu'entraîneur, parce que c'est bien beau de dire ce sur quoi les athlètes doivent progresser en escalade, mais entraîneur, c'est aussi un rôle difficile. Et justement, j'aimerais que toi, tu oses parler de ce qui a été challengeant pour toi, ou peut-être ce qu'il est encore aujourd'hui. Tu veux bien ? Tout à fait. Effectivement, c'était quelque chose dont je n'avais pas conscience au tout début. J'étais très focus sur développer mes athlètes. On m'a toujours formé à qu'est-ce qu'on leur demande, quels exercices on leur fait, comment on les prépare. Mais finalement, nous, on nous a très peu formés aussi à comment on devait gérer cette dynamique de groupe, comment surtout on devait se placer, comment était notre leadership, comment était notre façon aussi de communiquer et d'apporter nos idées pour qu'elles soient comprises. Et du coup, ça a été vraiment des fois des gros challenges pour moi. Et un des plus gros que j'ai rencontré, c'était quand j'ai eu l'impression que mon groupe en fait ne suivait plus du tout ou n'était plus du tout motivé ou intéressé par ce que je proposais à l'entraînement. Du coup là, j'étais vraiment dans un peu l'opposition, à me dire s'ils sont pas motivés, c'est de leur faute. Donc soit je change de groupe ou soit ils me changent. Et en fait finalement, je me suis pas rendu compte que j'aurais pas demandé s'ils étaient motivés en fait. Ou qu'est-ce qui les motivait vraiment. En même temps, si les autres sont pas motivés, c'est toujours leur faute, n'est-ce pas ? Exactement. L'entraîneur, il n'a aucune responsabilité dans la motivation des athlètes, c'est bien connu. C'est bien connu. Ça me fait penser à ce moment où j'étais prep physique pour la Fédération française de ski et en arrivant dans mon stage, je voulais mettre de la musique pendant une séance. Et on me l'a interdit, on m'a dit non, mais le ski de haut niveau, c'est un sport dur, chiant, il faut s'entraîner à faire des trucs durs, chiants, donc c'est interdit la musique ici. Bon, heureusement, depuis, ça a évolué, la Fédé, mais c'était quand même une façon étonnante de voir la motivation. Je t'ai coupé, continue. Pas de souci, c'était justement très enrichissant. Et du coup, en fait, j'ai d'abord passé par un travail de les re-questionner sur pourquoi ils venaient s'entraîner en fait 3-4 fois par semaine, quelles étaient leurs attentes. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait ça avec eux et que eux, des fois, ne s'étaient pas forcément à poser la question, ou alors, s'étaient posé la question, mais du coup, ne le retrouvaient pas dans ce que je pourrais proposer. Et le fait d'échanger là-dessus, ça nous a permis de nous rapprocher, de déjà mieux se comprendre sur quelles étaient nos attentes de chacun. Pourquoi aussi moi, en tant qu'entraîneur, en fait, j'étais entraîneur. Et souvent, en fait, eux, ils ne savent pas. Et je crois que on est peu d'entraîneurs à leur dire, en fait, nous, pourquoi ça nous fait vibrer d'être là? Pourquoi ça nous fait vibrer de... Ça te fait pas vibrer, non? C'est juste un travail pour gagner de quoi manger à la fin du mois. Ah, je pense qu'on n'est pas entraîneur juste pour gagner de l'argent et manger à la fin du mois. Sinon, on n'est pas entraîneur. Sinon, on n'est pas entraîneur. Non, mais ce que tu veux dire par là, et c'est intéressant, c'est que les athlètes, des fois, ils te voient juste comme un professionnel. C'est ça. Ils se doutent qu'il y a autre chose, puisqu'il y a quand même plein d'émotions impliquées dans l'entraînement, des relations, etc. Mais ils comprennent pas forcément ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Moi, je me souviens que ce soit les profs d'EPS que j'avais dans mon collège sport-études, ou les entraîneurs et tout ça, je me souviens quand j'étais plus jeune de les avoir vus comme si c'était leur métier un peu. Et donc je comprenais. C'est qu'après que je me suis dit, tiens, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils entraînaient, qu'est-ce qui les touchait eux, etc. Et je crois qu'on a beaucoup plus envie de tout donner aux côtés de quelqu'un quand on sait pourquoi quelqu'un est là. Tout à fait. C'était, je pense, une des
principale dissension qu'on avait, c'est que eux pensaient que moi, j'attendais d'eux qu'ils fassent des podiums, qu'ils fassent des médailles, qu'ils fassent des résultats, alors que c'était pas forcément ce que j'attendais d'eux. Et à l'inverse, du coup, quand moi, je leur demandais de l'implication, du coup, je savais pas pourquoi eux ne voulaient pas s'impliquer ou ne comprenaient pas à quel point il fallait s'impliquer dans certaines choses. Et ça a permis de remettre ça à plat, qu'on discute en fait des attentes de chacun et finalement de voir que ces attentes étaient complètement compatibles et au contraire, allaient nous enrichir, eux et moi. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que tu as eu en tant qu'entraîneur dont tu veux parler? Du coup, l'autre partie, le plus gros challenge que j'avais, c'était aussi mon rôle en compétition. Et effectivement, du coup, aussi la gestion de mon stress à moi, puisque aussi en tant qu'entraîneur, on a aussi des émotions en compétition, on est aussi stressé, on a aussi des attentes de résultats, et des fois on s'y perd dedans, et on oublie du coup le processus et qu'est-ce qui fait que on aime ce qu'on fait. Et du coup, c'est de la même façon où j'ai parlé à mon groupe sur quelles étaient mes attentes à l'entraînement, à ce qu'on voulait mettre en place ensemble, j'aurais exprimé la même chose par rapport aux compétitions et leur exprimer clairement que c'était pas des podiums ou des médailles que j'attendais d'eux, mais c'était des attitudes, des mises en place qui, elles, m'intéressaient. Parce que je savais que s'ils étaient capables de ça, ils étaient capables de grimper à leur meilleur niveau, du coup de prendre du plaisir et certainement de performer. Et donc pour ça, on l'a travaillé à l'entraînement, mais surtout on l'a travaillé le jour J. Et c'est passé par beaucoup d'autonomisation. C'est-à-dire que avant, je pouvais avoir tendance à vouloir tout diriger, échauffe-toi comme ça, fais tel mouvement, ou alors les abreuver d'informations, regarde bien cette prise, tourne ta main dans tel sens, tourne ton pied, fais ci, fais ça. Et finalement, ça les abreuve d'informations. Et ils n'en retiennent peut-être qu'une. Et je pouvais être frustré parce que, ils redescendaient et je leur dis, mais pourquoi t'as pas fait ça? Je t'avais dit, tu pouvais faire comme ça. Et finalement, mon rôle, je me suis rendu compte qu'il n'était pas là. Eux, ce sont eux les experts, ce sont eux qui grimpent. Au moment de grimper, ce sont eux qui font les choix. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'ils soient dans le meilleur état physique, prêts à performer. Donc, que leur routine d'échauffement s'est bien passée et de les interroger là-dessus, sur qu'est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin de plus ou de moins, et de les aider à ajuster s'il y a besoin. Mais c'est eux qui savent ce qu'ils ont besoin. Voilà. Donc, je sers de support, en fait, le jour J, de mise en confiance aussi, par quelques mots, par un petit discours, par des choses comme ça, par clarifier nos attentes de chacun. Et ensuite, en fait, d'observer ce qu'ils vont produire sur le terrain, sur les compétitions, d'ajuster s'il y a besoin, mais finalement de m'assurer que eux restent dans ce processus de se concentrer sur qu'est-ce qu'ils ont besoin là, maintenant, pour prendre du plaisir et pour être à leur meilleur niveau. Et ensuite, après, un deuxième temps, c'est de filmer tout ça, d'avoir du support, pour après analyser et réfléchir, ok, sur quel détail on peut s'améliorer, au contraire, quel détail a bien marché et sur quoi on peut s'appuyer sur les prochaines, et comme ça, ainsi continuer ce processus. Et puis être dans la compétition, c'est un examen, mais au contraire, la compétition, c'est le processus qui va nous donner les clés pour avancer demain. Y compris pour l'entraîneur. Y compris pour l'entraîneur. Et un des débriefs qui est aussi intéressant, souvent on leur demande qu'est-ce qui a bien marché pour toi, qu'est-ce qui a moins bien marché, mais on oublie des fois de demander qu'est-ce qui a marché entre nous, et des fois qu'est-ce qui a pas bien marché. Des fois, quand on encourage d'une certaine façon, ça va pas être aidant. Quand on va dire tel ou tel mot, des fois, l'athlète, on se rend pas compte, mais ça le met pas dans les bonnes dispositions. Et je pense que c'est un super retour à avoir avec eux sur aussi comment on s'est accompagné, comment justement cette relation elle a fonctionné au cours de la compétition. Et qu'est-ce qu'on peut ajuster, comment on peut grandir là-dedans. Excellent. Merci d'avoir partagé ça. Merci à toi. Salut. Mais non, je plaisante, pas salut. D'abord, je vais remercier Antoine d'être venu participer dans tous ces épisodes à propos de l'escalade. Merci Antoine. Pour tous les grimpeurs qui ont écouté, j'espère que vous êtes régalés. Si c'est le cas, dites-le moi sur Instagram, ce sera super d'en savoir plus. Ou par email, il y a mon email dans les notes de l'épisode. Dites-moi dans quel sport vous aimeriez avoir la prochaine série d'interviews d'un entraîneur dans ces sports-là. Et je vous dis à la prochaine. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué.
Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!